Je suis tombée plus bas que terre en apprenant qu'il avait en fait une double vie avec cette personne. Je me suis aperçue qu'en fait il n'y en avait pas qu'une autre, mais il y en avait des dizaines d'autres. Avant de rencontrer Alexandre, je suis quelqu'un, on va dire, d'assez forte au niveau caractère. C'est ce que j'ai cherché à mettre en avant dans le livre, notamment avec le fait de retracer tous mes métiers, mes différents métiers, comme du coup l'armée de terre, l'automobile ou autre. La mise en contact avec Alexandre a été relativement rapide via les réseaux sociaux. Il a commencé à m'ajouter et à venir me parler de façon assez régulière. Toujours relancer la conversation, voilà. La relation a évolué assez rapidement. Je répondais parce que c'était quelqu'un d'assez intéressant qui montrait qu'il était préoccupé par ce que je faisais, qui j'étais. Il apprenait vraiment à me connaître et relançait souvent. Et on s'est, suite à ces échanges, on s'est rencontrés quand même relativement vite, quelques semaines après, parce que j'étais à l'étranger, donc à mon retour. Il arrive à faire en sorte de me mettre réellement en confiance. Il m'envoie déjà des photos de son petit garçon. Il me vante son métier dont il était très fier. Donc oui, il fait en sorte de vraiment me mettre en confiance et en plus de ça, lors de notre première rencontre, je vois un homme très attentionné. Donc ça me met d'autant plus en confiance. Concernant son petit garçon, il me raconte les choses de façon assez fluide, comme quoi il est plus avec la mère depuis plus de 2 ans et que tout se passe bien, qu'ils sont en bonne entente et qu'ils ont une garde partagée à l'amiable, hein, qu'il n'y a pas eu de jugement ni rien et que voilà, qu'il s'occupe de son fils aussi souvent qu'il le peut et qu'il le veut. Il avait la moitié du corps couvert de tatouages avec plusieurs dates, plusieurs prénoms ou autres. Donc c'est vrai que j'ai cherché à savoir un petit peu les significations de chacune. Concernant les dates, il me disait que c'était des amis à lui décédés en moto. Concernant les prénoms, il me disait que c'était sa nièce décédée, par exemple. Il avait un prénom de fille tatoué sur le bras. Il avait toujours une explication et faisait en sorte d'être assez ému lors de ses explications pour que je n'ai pas envie d'approfondir, on va dire. Par la suite, mais quand même quelques temps après, j'apprends que le prénom de cette femme, il s'agissait pas de sa nièce décédée comme il le prétendait, mais de sa fille, d'une fille dont il m'avait caché l'existence pendant un petit moment et qu'il ne voyait plus depuis des années, qui était bien vivante et qui n'était pas la fille de la mère de son fils, mais d'une autre femme. On peut dire que ça a été le coup de foudre. Alors est-ce que c'était de l'amour ou autre chose, hein, mais oui, c'était très intense. Enfin, il m'a dit que j'étais la femme de sa vie, que il n'avait jamais rencontré une femme comme moi et qu'il souhaitait que je porte son nom. Entre le moment de la demande jusqu'au mariage, ça a commencé déjà avec tous ces chauds-froids. Il m'avait vendu pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois au début de la relation, l'homme tellement parfait, la relation tellement idyllique, qu'en fait, dès qu'il changeait de comportement, quand il revenait chez lui, vu qu'on vivait pas encore ensemble, c'était la douche froide pour moi à chaque fois et c'était la descente aux enfers avec l'angoisse qui montait de perdre cette relation. J'avais déjà cette notion d'emprise qui était déjà bien ancrée. Et ce mariage, j'en étais sûre, oui, parce que j'étais sûrement déjà sous emprise et parce que pour moi, je l'aimais et c'était lui et pas un autre. Alors mes proches ne s'en sont pas rendus compte avant très très longtemps et avant que moi je ne leur en parle, parce qu'ils savaient bien évidemment mettre en avant son côté parfait en public. Moi, j'ai commencé à m'en rendre compte au fur et à mesure, mais toujours pareil, même si je m'en rendais compte, je n'arrivais pas à décrocher et à réaliser, en fait, à me dire que qu'il fallait que je parte ou que c'était pas bon, ou voilà, j'étais noyée dans cette histoire et je me laissais porter. C'était principalement de la violence psychologique, par ses propos, ses façons de faire. C'était un coup, il m'ignorait comme si je n'étais plus rien, il m'insultait, il me rabaissait plus bas que terre. Et le lendemain, il m'offrait des roses, des fleurs, voilà, tout ce que vous voulez, et pour faire justement le chaud, le froid et me perdre complètement. Et
plus on a avancé dans la relation et plus les violences physiques arrivaient. Alors je m'en suis aperçue par rapport aux autres femmes au fur et à mesure. J'en ai vu déjà, voilà, j'ai vu des premiers échanges avec une femme le lendemain du jour de l'an où il a réussi à complètement retourner la situation et à m'inventer encore une histoire. En fait, ce qu'il disait était tellement fluide, tellement naturel qu'on ne pouvait que le croire, même si c'était écrit noir sur blanc. Et en fait, ça a commencé à me faire douter, mais pas assez pour tout remettre en question. Donc, j'ai continué dans la relation jusqu'au jour où j'ai eu le courage de contacter cette femme-là pour savoir ce qu'il en était. Et là, je suis tombée plus bas que terre en apprenant qu'il avait en fait une double vie avec cette personne. Et plus j'ai creusé après au fur et à mesure de notre relation, et plus je me suis aperçue qu'en fait, il n'y en avait pas qu'une autre, mais il y en avait des dizaines d'autres qui avaient subi exactement la même chose avec les mêmes process. Et il m'a fallu quand même beaucoup de temps. À partir du moment où les signes s'accumulaient, ça s'est compté en années quand même. Et du moment où même j'ai pris la décision d'en terminer avec cette relation, il m'a fallu encore quelques mois avant de réussir à vraiment m'en sortir. Et c'est le jour où il a compris que je n'étais plus sous son emprise et que je commençais à m'enfuir, que là il s'est complètement transformé en fait. Il a complètement changé de comportement et son comportement était bien plus destructeur. Là, c'était vraiment, il cherchait plus à me garder sous son emprise, il cherchait clairement qu'à me détruire. La première fois que je suis allée à la gendarmerie, c'était principalement pour me protéger parce que j'avais peur, parce qu'il était très menaçant. J'étais encore clairement très sous emprise et très amoureuse de lui, et j'avais surtout peur de lui nuire. J'ai fini par déposer plainte parce que la gendarmerie m'y a obligée, on va dire, au vu de mon état et de ce que je leur racontais. Mais malgré ça, j'ai retiré ma plainte rapidement. Parce qu'il a été convoqué à la gendarmerie, donc du coup, il est revenu, bien sûr, en pleurant, en s'excusant, en se mettant à genoux, en me promettant qu'il allait changer, que c'était pas lui, que c'était la perte de son fils qui avait fait qu'il était comme ça. Et voilà, en le voyant dans cet état-là, j'ai renoncé à ma plainte. Alors, quand j'ai appris que j'étais enceinte, lui, ça a été le plus heureux du monde. Je pense qu'il avait ce qu'il voulait, un peu plus d'emprise, justement. Donc après, le début de cette grossesse a été assez compliqué parce qu'il était tout le temps à distance en formation. Et puis moi j'étais toute seule à la maison, et en fait le jour de cette fausse couche, j'étais seule chez moi, donc je suis allée à la clinique. Et lorsqu'on m'a annoncé que j'avais fait une fausse couche, il est arrivé, mais il est reparti directement au travail. Il m'a laissée comme ça. Et par la suite, il m'a surtout culpabilisée en me disant que c'était ma faute, que je stressais trop, que je ne comprenais pas ce qu'il vivait, que pour lui c'était comme perdre un second enfant, en parlant du fait qu'il ait perdu la garde de son fils. Voilà, en gros, je n'arrivais pas à le comprendre et que je l'abandonnais. Cette fausse couche a été un déclic pour moi, au vu de son comportement et du cumul, bien sûr. Et en fait, quand on est sous cette emprise, on se rend compte que les choses ne sont pas normales au fur et à mesure, mais on n'arrive pas à partir. Et c'est cette fausse couche qui, pour moi, a été l'élément déclencheur de ma prise de décision et de mon souhait d'arrêter là, d'en rester là. Même si ça a pris plusieurs mois par la suite. J'avais pas fait ça du jour au lendemain. Mais pour moi, ça a été la prise de décision. C'est à ce moment-là, du coup, que j'ai pris l'initiative de rentrer en contact avec la mère du petit, et suite à des vacances qu'il avait passées chez nous, très chaotiques, où du coup il m'insultait devant le petit en me disant dégage de là, t'approches pas de mon fils. Le petit qui pleurait au milieu, il s'en fichait complètement. Donc j'avais pris l'initiative d'appeler la maman dans un premier temps pour m'excuser et voir si le petit allait bien au retour des vacances suite à tout ce qu'il avait pu subir, et dans un second temps d'amorcer un petit peu ce côté prise de vérité. En fait, quand je me suis aperçue que je n'étais pas la seule, je me suis aussi rendu compte du coup que justement c'était pas qu'une histoire de tromperie,
C'était des vies parallèles qu'il menait avec plusieurs femmes et avec lesquelles il était engagé, hein, que ce soit avec la Suisse par exemple, avec laquelle il avait promis de vivre jusqu'à un mois après le mariage, que ça soit la mère de son fils avec qui il avait promis de revenir, quitte à lui faire croire que nos alliances étaient pour elle, ou avec toutes les autres avec qui il s'engageait plus ou moins en offrant une bague ou autre. Ça allait bien plus loin, et quand j'ai appris tout ça et que j'ai voulu lui en parler, il me disait toujours que j'étais tarée, que j'étais qu'une folle, que j'inventais tout. Il me surnommait même Spielberg. Et enfin voilà, lui était persuadé que c'était moi le problème, hein, comme toutes les autres d'ailleurs, parce que à chaque fois qu'il me dressait le tableau de ses ex, elles avaient toutes un problème, ou c'était une droguée, ou c'était une alcoolique. Voilà, à chaque fois c'était les autres le problème. Et je me suis surtout rendu compte qu'il avait un process qui était identique pour chaque femme, qu'on avait vraiment toutes vécu la même chose. J'ai discuté notamment avec la mère de son fils. Elle m'a partagé les captures d'écran de ce groupe où il y avait à peu près une dizaine de femmes qui s'étaient retrouvées et réunies, sûrement via les réseaux sociaux, et qui avaient toutes été victimes de cette personne-là, d'Alexandre. Et elles se racontaient en fait leurs similitudes au niveau des mensonges et des actes en fait. Donc ce groupe s'appelait les victimes d'Alexandre. Quand je prends contact avec toutes ces femmes, elles sont toutes bienveillantes et elles prennent tout le temps de m'écrire malgré le fait que ça fasse remonter énormément de traumatismes. Certaines ne m'ont même pas répondu parce que je pense qu'elles souhaitaient juste passer à autre chose. D'autres m'ont dit qu'elles avaient tellement eu de mal à s'en remettre qu'elles me répondraient une fois et qu'après elles couperaient. Et d'autres m'ont soutenu quasi tout le long des procédures et encore aujourd'hui me soutiennent, alors qu'elles ont vécu des traumatismes vraiment durs et pour certaines des violences physiques assez importantes. Alors la photo du pique-nique, c'était à l'époque où j'étais encore très naïve et en fait il était parti en Suisse, il m'avait dit pour un séminaire professionnel pour lequel il m'avait envoyé un mail de son employeur pour justifier son séminaire, alors qu'en fait j'ai appris par la suite qu'il était avec une autre femme, la Suisse justement, avec qui il avait promis de vivre au mois d'août alors qu'on s'était mariés au mois de juillet, et il m'avait envoyé une photo d'un panier de pique-nique au bord du lac en me disant qu'il avait préparé ça pour ses employés. Et aujourd'hui, je le vois comme le nez au milieu de la figure, mais à l'époque, je ne l'avais même pas vu. Comme quoi, en fait, sur cette photo, il y a l'ombre d'une femme à ses côtés qui est très visible. Par exemple, un jour, il s'est blessé en scooter lors de notre voyage de noces en Grèce. On a eu un accident et il a été brûlé au second degré quand même sur la moitié du corps, hein, sur le bitume, parce qu'on était en short t-shirt. Et quand on rentre du voyage à l'hôpital, ils lui disent comme quoi il faut qu'il se mette en arrêt, qu'il reste au repos. Il était bandé sur la moitié du corps. Et il insiste pour reprendre l'avion pour retourner travailler, alors que les médecins lui avaient dit qu'il fallait qu'il reste au repos. Mais il explique comme quoi il a beaucoup de boulot, que sa présence était indispensable suite à des événements qu'ils avaient à mettre en place, etc. Donc il retourne chez lui. Et en fait, lors de son retour, il me dit qu'il y a une grève de RER et qu'il ne peut pas rentrer de son travail à son domicile. Et donc, il est dans l'obligation de rester à l'hôtel. En appelant la Suisse qu'il avait fréquentée, que j'apprends qu'en fait, il n'était pas à l'hôtel pour une grève de RER, mais bien parce qu'elle était venue lui rendre visite et lui présenter son fils, donc quelques jours après notre mariage, et qu'ils ont passé la nuit ensemble dans cet hôtel. En fait, il avait vraiment toujours le même process, hein, que ce soit avec ses ex comme avec moi, et je l'ai découvert au fur et à mesure, parce que la mère de son fils, il lui avait volé pas mal d'affaires qu'il m'avait offert, en me disant qu'il avait ça pour moi et qu'il avait trouvé ça, qu'il m'avait acheté ça ou autre, notamment un appareil photo, un sac à main Longchamp, des choses comme ça. Et en fait, en discutant avec cette femme, je me suis rendu compte que c'était à elle, et que du coup, je lui ai rendu, bien sûr,
Mais je me suis rendu compte aussi que quand j'ai décidé de mettre fin à notre relation, mais il a fait exactement la même chose. Il est rentré de force dans la maison qu'il était censé avoir quittée pour voler mes affaires personnelles. Donc il a volé pas mal de paires de chaussures et d'escarpins de marque, des bijoux, notamment ma bague de fiançailles, enfin voilà, tout ce qui pouvait avoir de la valeur et me tenir à cœur. Pour les procédures concernant les menaces, etc., ben, ça a été jusqu'au tribunal. Sauf que malgré tout ce harcèlement, une trentaine de plaintes, etc., ben, rien n'en est ressorti. Je suis arrivée au jugement en pensant... alors je ne comptais pas à ce qu'il fasse de la prison ou autre, mais au moins qu'il comprenne tout le mal qu'il m'avait fait et j'espérais que ça le stoppe un peu pour les prochaines surtout, alors qu'en réalité, je n'ai pas du tout été entendue en tant que victime. Rien n'a été pris en compte. Le dossier n'avait même pas été lu ni par le juge ni par le procureur. Enfin, ça a été, on sentait qu'il fallait qu'on se dépêche, qu'ils n'avaient pas le temps pour nous. Et il a du coup été relaxé au bénéfice du doute. Ça a été très très dur. Le procès, je l'ai vécu et revécu en boucle dans ma tête, en me disant qu'est-ce que j'aurais dû faire, dire ou autre pour que ça se passe différemment. Et pourtant, il était condamné une première fois par la mère de son fils pour la même chose. Il a été condamné avec du sursis et vu que ça n'était pas encore inscrit au casier, il n'a pas été considéré comme récidiviste. Les juges n'ont rien voulu entendre malgré les preuves qu'on leur amenait. Et donc ça a été vraiment très dur d'encaisser ce qui pour moi était une injustice. Aujourd'hui, le procès est passé depuis un moment, donc même si j'y repense encore de temps en temps, c'est passé, mais au niveau de la procédure, je suis encore en procédure pour le divorce, ce qui depuis 2 ans maintenant bientôt, ce qui fait en sorte de toujours faire traîner, de toujours ralentir la procédure et pour pouvoir m'embêter au maximum. Aujourd'hui, j'ai refait ma vie, ce qui n'a pas été si simple de refaire confiance. J'ai mis du temps, je suis restée longtemps toute seule. J'avais beaucoup de craintes, j'avais un mal-être immense. J'avais l'impression de me noyer en fait sous toutes ces émotions. J'étais sous antidépresseurs, je ne dormais plus, je perdais encore du poids, malgré qu'il soit parti et que ça soit fini, vu que ça ne l'était pas réellement. Hein. Et puis le fait d'avoir été comme cambriolée, le fait que son chien ait tué mon chat et tout ça, ça a été des épreuves très dures à passer, qui m'ont renfermée dans un premier temps. Et par la suite, après, quand j'ai décidé de me secouer un peu et de me dire tu peux pas t'enfoncer comme ça encore aussi longtemps et tu peux pas le laisser gagner sur tous les points. Donc j'ai décidé de revivre et de me forcer à revivre et c'est là où j'ai rencontré du coup la personne avec qui je suis actuellement et qui a été compréhensif par rapport à tout ce que j'ai vécu et qui me soutient tous les jours par rapport à tout ça. J'ai simplement envie de dire que malgré cette relation qui a été plus que destructrice, aujourd'hui, peu importe qui, on arrive à s'en sortir et surtout on arrive à se reconstruire. J'ai choisi d'écrire mon histoire dans un premier temps parce que il y a eu une période où je me suis sentie vraiment très seule, isolée et abandonnée. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était courant. Et beaucoup de femmes subissaient ce genre de choses. Hein. Les pervers narcissiques, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Et j'avais envie, en fait, de faire comprendre à ces femmes qu'elles n'étaient pas seules, que qu'il fallait en parler autour de soi, et c'est ce qui m'a sauvée. Et qu'on pouvait s'en sortir, justement, que le profil de la victime type, de la fille fragile ou autre, n'existe pas forcément, que toutes les femmes, même les plus fortes, peuvent être atteintes par ce genre de personnes. Donc ça, c'était dans un premier temps. Et dans un second temps, du coup, suite au jugement que j'ai vécu pour les menaces, etc., j'avais envie de parler de cette injustice qui, pour moi était une injustice parce que il s'en sort encore une fois malgré toutes ces femmes qui ont porté plainte contre lui. Mais vu que c'était dans différentes régions ou autres, en fait, il s'en sort aujourd'hui comme si de rien n'était.